Alors, cette table ronde, on l'a imaginée autour d'un sujet qui résonne avec tout ce qu'on a entendu pendant la présentation et ce qu'a abordé également Madame Pajot. Elle sera consacrée plutôt à la question de la gestion de l'eau potable, la préservation de la ressource. Comment, à l'échelle de notre territoire breton, nous allons pouvoir continuer à finalement servir les usagers et à préserver cette ressource qui est un bien commun. On l'a tous bien en tête. On va se poser cette question-là face au changement climatique. Quelle action, quelle stratégie les principaux acteurs de l'eau développent déjà et vont continuer à développer? Dominique Ridel, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, le Morbihan, bien évidemment, nous bénéficions d'un certain nombre d'unités de production, mais les principales ressources en eau du Morbihan se trouvent au niveau du Blavet, soutenu par le lac de Guerlédan et par également la Vilaine. D'autres ressources alimentent également le réseau au niveau notamment du lac Auduc, appelé Hermel, qui alimente plutôt le nord du département. Nous avons aussi une unité importante au niveau de Tréauret qui alimente en hiver le territoire du sud et du centre Morbihan. En été, cette unité assure essentiellement le littoral. Comme vous le savez, le Morbihan subit de très importantes variations de consommation du fait de sa saisonnalité. Nous avons également au niveau de nos îles une gestion un peu spécifique et un peu autonome, notamment sur les 4 îles du Morbihan. Enfin, nous avons souhaité diversifier nos ressources puisque 80% sont prélevés sur les eaux superficielles et 20% sur les eaux souterraines. Alors ça nous permet également d'avoir une bonne disponibilité à la demande au niveau de la distribution. Merci. Michel Raffray, petit exercice, la même chose sur votre territoire dans le 22, les Côtes d'Armor. Les Côtes d'Armor, on est sensiblement sur le même pourcentage de répartition entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. À ceci près qu'on différencie les eaux de surface entre les eaux stockées dans des grands barrages et de l'eau prélevée au fil de l'eau. On a en gros 55% qui sont issus des barrages, une vingtaine de pourcents au fil de l'eau et le reste, entre 18 et 20% qui sont issus des eaux souterraines. Alors, il a fallu qu'on réponde, comme tout le monde, à l'augmentation de la consommation. On a eu une période où on nous a demandé à tout le monde, tous les consommateurs, tous les utilisateurs, d'être plus économes dans l'utilisation d'eau. Et je crois qu'on est arrivé, il y a quelques années, à un plancher, au moins pour les particuliers, où on a vu qu'on stagnait et je crois qu'on est en train de remonter légèrement la consommation moyenne par ménage. Et dans le même temps, sur les 3 dernières années, on a eu une augmentation significative des besoins en eau des industriels, augmenté relativement fortement ces 3 dernières années. Alors c'est dû à l'augmentation des activités qui étaient déjà présentes et de nouvelles productions qui se sont mises en place, tant sur la Bretagne centrale, dans tout ce qui concerne l'agroalimentaire, plutôt légumes, que sur l'agroalimentaire animal, mais plutôt sur la partie nord. Donc on a eu des augmentations significatives. Et donc pour répondre à tous ces besoins, on a, nous, fait le choix d'une interconnexion totale sur le département qui relie tous les grands barrages et qui fait que de l'est à l'ouest et du nord au sud, on est capable d'envoyer de l'eau dans tous les coins du département, piloté par le syndicat départemental, mais en partenariat avec les acteurs locaux. Marc Dufourneau, pour Eau du Ponant. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour le Nord Finistère, en tout cas pour la partie sur laquelle Eau du Ponant intervient, on est à peu près sur le même schéma que nos collègues, évidemment, 80% d'eau de surface, avec une particularité d'avoir aussi un certain nombre de petits captages. On voit des périodes d'étiage se renforcer. On constate aussi ce plancher en matière de consommation. Ce qui veut dire que la priorité est à l'économie d'eau. Le département a mis en place en 2014 un schéma d'alimentation et de sécurisation du territoire. On est très avancé, je crois pouvoir le dire, sur le Nord Finistère en matière des interconnexions. Donc aujourd'hui, on est à peu près interconnecté sur la quasi-totalité du territoire. Beaucoup d'investissements devant nous. Et puis vraiment, sur cette partie économie d'eau, je crois que ce qui est important, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est de dire que la priorité, c'est d'abord les rendements de nos usines et de nos réseaux, qui sont les premières sources d'économie d'eau. L'exemple qu'on prend à chaque fois, on produit, nous, à peu près 15 millions de mètres cubes d'eau par an.
Même avec un bon rendement à 85 ou 88%, vous vous rendez compte qu'on met plus de 2 millions de mètres cubes Bah oui, elle a d'eau potable dans la chuté. nature. Oui. C'est à peu près l'équivalent d'une de nos usines de production. Oui. Pour entrer dans cette spécificité de l'interconnexion, vous disiez, Monsieur Raffray, qu'en 2003, ça a été vraiment suite à un épisode critique, en fait, que cette interconnexion a été décidée et est en train de s'achever aujourd'hui. Vous aviez plusieurs options et vous êtes parti sur celle-ci. Pourquoi ? On a fait le choix de l'interconnexion parce que, étant peu en capacité d'avoir des eaux souterraines nouvelles, se disant que déjà en 2003, essayer de faire un nouveau barrage, ça paraissait pratiquement impossible d'un point de vue sociétal. Et les grands réservoirs qu'on avait la chance d'avoir nous autorisaient à penser qu'en tirant un réseau d'interconnexion à peu près 200 km, nous permettait de sécuriser largement l'alimentation en eau potable. Alors là aussi, en attendant, on a beaucoup de choses à faire encore pour améliorer et faire des économies d'eau. Peut-être pour Haut-du-Morbihan, quelle structuration de l'interconnexion dans votre département ? Alors, dans le Morbihan, bien évidemment, nous sommes aussi organisés en interconnexion, de telle sorte que l'ensemble des infrastructures a vocation à assurer, en fait, la continuité de l'alimentation en eau potable. Cela nous permet en fait de prévenir, mais aussi d'éviter tout risque de rupture d'approvisionnement en eau potable auprès des usagers. Ces ruptures peuvent intervenir en cas d'arrêt programmé d'usine, notamment sur l'entretien ou sur des travaux à réaliser, mais aussi sur d'éventuelles pollutions, sur des éventuels sinistres, sur d'éventuelles pannes. Ce réseau d'interconnexion nous permet également d'optimiser les prélèvements d'eau en situation souvent de crise. Comme vous le disiez, vous soulignez qu'au-delà de ces infrastructures, il y a des stratégies globales à développer. Monsieur Dufourneau, face à une métropole comme Brest, quelle stratégie vous développez pour sécuriser l'accès à cette ressource plus globalement ? Alors la première stratégie, c'est effectivement la stratégie d'interconnexion. Oui. Ça, les collègues l'ont déjà évoqué. En fait, le plus important pour nous, c'est d'améliorer tous nos rendements de réseau et nos rendements d'usine pour garantir à investissement, je dirais, le plus optimisé possible, cette alimentation en eau. Et pour ça, la stratégie elle repose pour nous sur deux jambes. L'investissement, certes, le renouvellement de réseau, mais l'exploitation de nos réseaux, pour lequel, là aussi, travailler avec les canalisateurs. C'est-à-dire sectoriser nos réseaux, faire un suivi des débits nocturnes et être en capacité d'envoyer des équipes très vite, réparer. Et c'est les deux qui nous permettent de garantir un réseau. Et là, on a besoin des entreprises aussi sur des accords cadres, sur des marchés de travaux avec de la réactivité. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place. Et on a des vrais résultats. Nous, on a vécu une période très difficile d'un point de vue climatique. Vous savez, ce qu'on n'aime pas dans les réseaux d'eau potable, c'est l'alternance du chaud et du froid. C'est-à-dire que c'est les périodes où ça gèle et où ça dégèle. C'est ça qu'on aime pas. Et quand on a ces périodes de casse, on a fait un test sur une grosse partie de notre périmètre et on avait des débits de fuite qui étaient très importants. Pleine période de casse, 450 mètres cubes heure, c'était colossal. Et par un travail sur l'exploitation, en 2 mois, on a réussi à ramener ce débit à 150 mètres cubes heure. Mais nos gars ont fait 490, à peu près 500 km à pied de suivi, de recherche de fuite, d'exploitation de réseau. Parce qu'on y a mis des moyens humains, parce qu'on y a mis des moyens techniques. Et on a pu réparer, on a pu gagner et identifier grâce à ça les secteurs les plus abîmés qui feront l'objet derrière d'un renouvellement de réseau. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous dites en effet que gagner quelques points de rendement sur les réseaux va coûter énormément d'argent. Mais vous dites aussi que là, vous passez beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi à réparer des casses sur des secteurs qui vieillissant. Est-ce qu'on n'a pas fait les choses suffisamment tôt pour qu'aujourd'hui, on n'ait pas ces rendements-là ? Peut-être, mais on est aussi sur des réseaux qui ont été pour beaucoup datent de l'après-guerre, surtout sur des villes qui ont pu être particulièrement détruites à Brest, pendant la guerre. Donc on se retrouve effectivement avec des réseaux à renouveler. Je pense qu'il y a eu une politique d'investissement quand même. La prise de conscience, elle date d'il y a plusieurs années, en tout cas dans les collectivités. Donc je ne crois pas. Par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'on a un vrai besoin d'innovation technologique sur la connaissance de nos réseaux. D'abord, on va y être contraint en matière de géoréférencement pour une autre raison, mais une vraie connaissance, une capacité à aller dans des réseaux sous pression, dans des réseaux d'eau potable, connaître notre réseau pour le renouveler à bon escient. On attend puisqu'on a les canalisateurs, on attend effectivement des propositions, mais il y en a déjà, hein. On n'est pas en train de dire que ça ne se fait pas, mais tout un tas d'innovations, y compris sur les techniques employées, hein. On a des techniques intéressantes de tubage. Tout ça, on attend effectivement cet échange en matière d'innovation, qui nous permettra d'en faire plus, ou en tout cas
pour le même montant, de faire mieux et peut-être faire plus de linéaire. Nous, c'est exactement dans la démarche dans laquelle on est au quotidien et aujourd'hui aussi. C'est pour vous accompagner. Nous, pour ce faire, tout ça ne pourra se faire et ce partenariat avec vous dans le temps, à partir du moment où, en effet, vous continuerez à investir, c'est évident, pour que nous puissions continuer à investir aussi dans nos main-d'œuvre et puis pouvoir investir dans des matériels et en effet dans des solutions innovantes qui pourront permettre d'améliorer les réseaux. Je ne parle pas de renouvellement, mais d'améliorer le réseau. Alors, sur le département du Morbihan, on a donc le réseau d'interconnexion qui a déjà été évoqué, sur lequel le besoin global de notre population, aujourd'hui, il est de 37,5 millions de mètres cubes à l'année. On a fait une projection de l'évolution de la démographie, telle qu'elle était jusqu'en 2018, qui fait apparaître qu'on aurait un besoin supplémentaire à produire de 4,6 millions de mètres cubes. Alors on en produit 24,5 sur nos propres installations. Le reste est importé, comme l'a évoqué le président tout à l'heure. Pour le reste, on a des projets d'amélioration de notre réseau. On a un projet d'axe nord-sud pour faire face à cette demande d'augmentation de population, notamment sur le réseau côtier. Le réseau, il ne doit pas se substituer aux ressources propres. Pour toutes les raisons qui ont été évoquées depuis tout à l'heure, le plus simple, c'est quand même la production locale. Et même si elle ne représente que 20% du volume global produit sur le territoire d'eau du Morbihan, l'eau souterraine reste une priorité. Parce qu'elle s'associe aussi à des campagnes de protection de la ressource, à tout un tas d'opérations. Donc ça reste vraiment l'orientation principale. La deuxième, c'est la ressource superficielle mais locale, le réseau d'interconnexion et les grosses usines qu'évoquait M. Guidel tout à l'heure au pied du barrage de Guerlédan sont vraiment des usines de sécurisation qui viennent apporter le complément. Monsieur Raffray, qu'en est-il dans le 22 de cette cartographie, de cette connaissance du patrimoine en fait? Alors la connaissance du patrimoine, elle s'affine, elle s'améliore. Déjà parce que depuis quelques années, il y a l'utilisation du géoréférencement qui est très très utile. Mais entre ce qui est fait maintenant et géoréférencé et tout ce qui a été mis avant, il n'est pas rare, et les canalisateurs le savent, d'avoir un tracé d'une canalisation à un endroit et de le trouver 10 ou 15 mètres à côté. Donc il nous reste encore du travail à faire. Mais chaque structure, qu'elle soit EPCI, qu'elle soit syndicale, a lancé une étude patrimoniale pour avoir la connaissance exacte de ces réseaux. Il y a aussi des essais qui sont faits alors, de la connaissance de l'état de la canalisation. Mais on est surpris. Il y a des canalisations de 80 ans qui sont comme neuves et il y en a de 30 ans qui sont déjà bien usées. Donc effectivement, il y a cette nécessité d'améliorer la connaissance de la qualité plutôt que de changer à l'aveugle. Ce qu'on avait un peu commencé à faire dans les années précédentes, la préconisation, c'est de changer 1% ou 1,5% par an des canalisations. Mais il ne faut pas le faire, entre guillemets, à l'aveugle. Il faut essayer de le faire intelligemment. On a une autre, alors c'est une contrainte sanitaire qui nous pousse aussi à faire une modélisation et une reconnaissance de certains réseaux pour des problématiques de CVM qui nous contraignent à les changer. Là aussi, ça va nous apporter de la connaissance. Donc, comme ça a été évoqué, on est obligé de mettre à niveau les usines de production, que ce soit d'eau souterraine autant que les usines d'eau potable. Alors, soit pour traiter les métabolites, soit pour améliorer le rendement. Eau du Morbihan prévoit sur les 5 prochaines années 27 millions d'euros sur ces opérations-là, plus environ 7 millions d'euros par an pour le renouvellement des réseaux de distribution. Vraiment, l'idée, c'est d'optimiser le rendement des unités de production, de les mettre aux normes. On peut aussi améliorer la connaissance de nos consommateurs. Ça, c'est un point sur lequel on travaille également. L'agroalimentaire, qui est un gros consommateur sur le Morbihan. Les agriculteurs. On se rend compte qu'il faut qu'on connaisse davantage nos consommateurs pour qu'on leur amène exactement ce dont ils ont besoin. Un petit bémol, on observe quand même sur les 2 dernières années une augmentation significative de la démographie qui n'était pas prévue dans les tablettes précédentes. Et dans le Finistère, quels sont les axes stratégiques d'investissement pour Eau du Ponant ? On va aussi investir dans des grosses usines.
On va faire 50 millions d'euros d'investissement sur 3 usines, dont une usine stratégique dans les 5-6 ans qui viennent. La particularité d'une SPL, en fait, on est une coopérative de collectivité, on est une société publique locale. Notre actionnariat sont des syndicats, des communes ou des EPCI. Pour le reste, on est une entreprise qui produit, qui transporte et qui distribue de l'eau et qui traite de l'eau usée pour à peu près un tiers des abonnés du département. Mais la stratégie d'investissement, c'est d'essayer de mutualiser, et on parlait de la diversité des captages, c'est justement d'essayer d'avoir une stratégie commune au travers de la prévention, de l'exploitation et de l'investissement, en particulier sur les problématiques de métabolites, où on a vraiment un petit souci sur les petites unités, puisque la logique voudrait la dilution, la logique voudrait, par rapport au coût au mètre cube, l'interconnexion, mais si on fait ça demain, on va se retrouver dépendant d'une ou deux ressources. On a à court terme la chance, nous, sur notre territoire, que nos anciens ont fait un barrage au lac du Drennec il y a de nombreuses années, il y a près de 50 ans, et qui nous donne 10 millions de mètres cubes. Mais on voit que sur des années très difficiles, ça commence déjà à poser des difficultés. Alors vous imaginez, si on n'avait plus les petits captages, oui. Ce barrage, il vient en soutien pendant les périodes d'étiage. S'il devait venir en soutien toute l'année, c'est absolument pas raisonnable. Et tous les schémas directeurs qu'on fait actuellement, on a un bureau d'études, nous, en ingénierie, avec des bureaux d'études avec qui on travaille, on fait des schémas directeurs pour plusieurs des collectivités, et on se rend compte que l'horizon à 20-30 ans nécessite absolument de garder cette diversité des captages. Face à ces investissements et tous ces défis, parce qu'on sent que voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, même si tous les territoires sont très engagés, on se pose la question de la tarification de l'eau. Comment financer tous ces investissements ? Nous, syndicats, nous avons une obligation, nous aussi, de continuer à investir. Nous avons une obligation de continuer à assurer la production en quantité qu'en qualité. La qualité aujourd'hui est un vrai facteur qui nous impose, de par la réglementation, un certain nombre d'investissements nouveaux. On l'a dit tout à l'heure. Ces investissements nouveaux en question, après un vrai diagnostic de nos unités de production, notamment les plus petites, il va falloir intervenir. Donc le coût de l'eau va passer également par des nouveaux investissements qui n'étaient pas prévus. En tout état de cause, je pense que le prix de l'eau sera toujours le meilleur prix et le plus bas possible qui sera possible de réaliser pour nous, syndicats. Après, l'eau est une ressource dite naturelle, elle sera toujours trop chère. Oui, bon, sur le prix de l'eau, nous, organisateurs, toujours dans l'optique de pouvoir en faire un peu plus. Nous, on sait bien qu'aujourd'hui, les taux de renouvellement sont de 0,7% au niveau national. Des études montrent que si on augmentait de quelques centimes les mètres cubes au niveau national aussi, on pourrait ne serait-ce que doubler ces taux de renouvellement-là. Et chaque territoire a ses particularités. Mais nous, on insiste là-dessus aussi. On a fait l'étude sur l'eau que la Suisse économique avait fait en 2017, montrait déjà ces mêmes chiffres, y compris sur les ressources, etc. Aujourd'hui, on est en 2022. Nous, on pense que l'étude est toujours d'actualité, en fait. Il n'y a pas grand-chose qui a forcément bougé. À part un changement climatique qui accentue les difficultés, on va dire. Donc à situation exceptionnelle. Pour conclure sur la table ronde, je pense qu'on est tous conscients qu'en Bretagne, l'eau devient un peu plus fragile, qu'elle est vitale. Comme le disait l'hydrologue, on est dépendant de l'eau en permanence. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sujets encore sur lesquels on va pouvoir, je l'espère, vous accompagner encore de nombreuses années et encore plus.